Après l'Europe, une canicule attendue au Québec au cours des prochains jours. On vient à la piscine, on boit beaucoup d'eau. À la maison, ventilateur, serviette froide mouillée et puis pas de clim, donc on fait comme on peut. 12 ans après la disparition du vol de la Malaysia Airlines, des recherches en cours pour résoudre le mystère. Et Coupe du monde, qui du Maroc ou des Pays-Bas fera face au Canada samedi? Given Morocco's last 6 years, they're a modern giant. Given the success of the Dutch national team for what feels like centuries, that's a traditional giant. La réponse ce soir, il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde, contente de vous retrouver. L'Europe suffoque depuis près de 2 semaines maintenant et on compte des morts par centaines, 1000 pour la France seulement. Et chez nous aussi, on se prépare à vivre une canicule. Dès mercredi, les températures ressenties pourraient dépasser 40. Lily Mercure. On vient à la piscine, on boit beaucoup d'eau. On essaie de spotter les places avec de l'air climatisé. Une vague de chaleur va frapper le sud du Québec dès mercredi jusqu'à samedi. On devrait avoir des températures entre 30 et 33 degrés avec des valeurs humidex entre 40 et 44. Il faut au moins 2 litres d'eau par jour. Moi, j'aime beaucoup la chaleur. Je vais pas me plaindre qu'il fasse 40 degrés, j'attendais que ça. Pour ce qui est de la nuit maintenant, Environnement Canada prévoit des minimums à 20 degrés. On a la clim chez nous, donc du coup, ça devrait aller. Oui, ça commence déjà demain, où on va déjà probablement dans le sud de la province avoir des 30 degrés un peu partout, donc déjà demain. On a quand même encore un risque élevé, même voire très élevé, d'orage violent pour la soirée de demain. Et ensuite, mercredi, on sera dans cet air un peu plus chaud avec des 30 degrés pour mercredi, pour jeudi probablement. Pour l'entreprise de climatisation Duraclim, on reçoit environ entre 200 et 300 appels par jour, soit le double qu'à l'habitude. On a vu que le téléphone a commencé à sonner. Aujourd'hui, on a beaucoup d'appels qui rentrent, donc je pense que c'est un été qui a commencé très froid. Et là, la chaleur commence à s'installer. Est-ce que vous avez de l'air climatisé chez vous? Non. Comment qu'on fait pour essayer de garder ça le plus frais possible? On ferme les rideaux, ça c'est un bon truc. Sinon, ventilateur, puis c'est pas mal ça. On ouvre les fenêtres. Qu'est-ce que vous faites pour vous rafraîchir à part ça? Je fais mes longueurs. Donc, ça se remplit assez vite. Puis la rotation, elle se fait quand même dans l'après-midi parce qu'il y a trop de monde. Ils sont obligés de sortir, évacuer le monde et faire rentrer de nouveau. Plus de place où se baigner à Montréal, c'est justement ce que veut le mouvement citoyen. On veut se baigner la Chine en créant une piscine en eau libre juste ici, dans le lac Saint-Louis. Le projet a été abandonné par l'arrondissement en raison des coûts évalués à 500 000 $, mais le groupe citoyen considère que ça pourrait coûter la moitié du prix. Bien, ce qui s'est passé, c'est que l'arrondissement a obtenu le permis du ministère de l'Environnement et de la Santé publique pour faire un projet de baignade en eau libre à partir de quais flottants. Donc, elle a quand même décidé, l'arrondissement, de ne pas aller de l'avant avec le projet de baignade en eau libre à partir des quais. Je trouve ça un peu fâchant. En même, ça devient un enjeu de santé publique, ça devient un enjeu d'équité parce que les gens n'ont pas tous des airs climatisés, n'ont pas tous des piscines privées. Vous, un projet de piscine ici, comment vous aimeriez ça? J'aimerais vraiment ça. On pourrait aller se baigner sécuritairement dans l'eau, puis ça serait vraiment agréable. La mairesse de la Chine, Julie Pascal Provost, assure que les calculs ont été réalisés par des fonctionnaires compétents et que le coût du projet est bel et bien de plus de 500 000 $. La vague de chaleur commence le 1er juillet. Faut donc s'attendre à ce que ce soit un déménagement qui va en faire suer malheureusement plus d'un cette année. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Par ailleurs, les vacances commencent de bien triste façon à Québec. Un jeune cycliste de 11 ans a perdu la vie après avoir été happé par une automobiliste dans le secteur Beauport cet après-midi. La conductrice du véhicule, une femme de 76 ans qui avait pris la fuite après l'accident, a été arrêtée par les policiers de la Ville de Québec. La Ville de Montréal ajoute 750 000 $ à la Banque d'aide au loyer. C'est une initiative de la Maison du Père pour aider les ménages à risque de se retrouver à la rue. La métropole est donc la première municipalité qui participe à ce fonds d'urgence qui serait utile presque partout au Québec. Lily Lamouche. La crise de logement actuellement n'est pas une crise de l'offre, est une crise de la capacité des citoyens de payer le logement.
Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui. On s'attaque à préserver l'abordabilité, aider les familles à rester dans leur logement et aider la Maison du Père à pérenniser pour la première fois une banque au loyer extrêmement nécessaire qui répond à un besoin réel. C'est à la grandeur du Québec qu'on a besoin d'un tel filet social. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tous, on peut s'engager à rappeler aux autres villes qui peuvent suivre ce leadership-là. Une banque d'aide au loyer pour ceux qui n'arrivent plus à payer leur logement. On parle de 749 500 $ d'ici l'année prochaine, donc pour l'année qui s'en vient. La Maison du Père a eu l'idée de cette banque en 2024. Depuis, elle a accompagné 228 ménages à Montréal. On vient de commencer avec des partenaires dans les régions qui sont là pour qu'on puisse commencer une banque d'aide au loyer qui va être une banque d'aide au loyer québécoise avec un fonds. Et ça, c'est notre priorité parce qu'on parle souvent du droit au logement. Pour moi, le droit au logement, il doit s'appliquer concrètement. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est, comme on disait tantôt, c'est unique au Québec. Là. On est la première ville à financer une banque au loyer. Donc, on verra comment ça va. J'espère que d'autres partenaires financiers, donateurs seraient prêts à venir de contribuer. Vous comprenez que ce fonds, la façon dont il fonctionne, c'est un peu comme du microcrédit. Des prêts donc sans intérêt, pouvant aller jusqu'à 5 000 $ et remboursables sur 5 ans. La communauté métropolitaine de Montréal, qui étudie notamment l'habitation, croit qu'il faut évidemment plus de logements abordables. Parce que leur dernière étude place Montréal au 42e rang sur les 43 principales régions métropolitaines nord-américaines en matière de disponibilité des logements. La CMM, avec son PEMAD, vise à ce que d'ici 2046, 20% du parc locatif du Grand Montréal soit composé de logements hors marché. Actuellement, on est à 9,3 %. Donc, c'est pour nous la principale source de solution que de construire du logement qui va être abordable, mais qui va le demeurer dans le temps. Dans cette étude, Montréal est comparé à des villes comme New York, Las Vegas, Vancouver, Toronto ou encore Québec. Le taux d'inoccupation du Grand Montréal est remonté à 2,9 %. Quand on regarde les segments de loyers les plus abordables, on voit que le taux d'inoccupation est seulement à 1,2 %. Même si on vient d'apprendre que 25 000 logements sont disponibles à Montréal, ces logements ne seraient pas pour autant abordables. En ce moment même, d'autres municipalités choisissent de mettre en place un gel du prix du loyer. Et c'est le cas à New York, où près d'1 million de logements n'augmenteront pas au prochain renouvellement. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Ont totalement laissé le Far West s'imposer dans le marché de l'immobilier. Québec solidaire propose d'imposer 100 % du gain en capital pour contrer la crise du logement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, c'est pas un secret, le marché locatif au Québec est très tendu, même qu'il y a des nouveaux chiffres qui placent Montréal et Québec comme étant les villes en Amérique du Nord avec le moins de logements disponibles sur le marché. Et là, on entend beaucoup de propositions et de solutions à la crise du logement qui sont lancées par différents paliers gouvernementaux. Et de son côté, QS propose que lorsqu'une personne vend une propriété, elle soit imposée sur tout le profit généré. Donc, le secteur de l'immobilier, c'est rentable. Donc là, ils achètent des immeubles et ils décident de mettre tout le monde dehors, d'augmenter les prix puis de revendre. Le but, c'est d'empêcher la spéculation immobilière, en gros les personnes qui achètent des immeubles pour les revendre à profit. Bien, en ce moment, ils sont imposés uniquement sur 50 % du profit qu'ils font, alors que la majorité des gens, quand ils gagnent un salaire, bien, ils ne peuvent pas être imposés uniquement sur 50 %, ils sont imposés sur 100 % parce qu'ils vont avoir encore des loyers, ils vont encore faire un gain en capital. Mais ce qu'on veut, c'est décourager les spéculateurs qui, pour faire de la grosse business, de la grosse argent, ils disent, tiens, l'immobilier, c'est un beau secteur, on veut les décourager à acheter pour réduire cette surchauffe-là. Évidemment, ça fait réagir parce que ça affecterait aussi les plus petits propriétaires qui ont des immeubles à logement. QS assure toutefois qu'il y aurait une exemption pour ceux qui vivent dans l'immeuble, mais certains craignent que ça vienne décourager les investisseurs. Bon, avec le 1er juillet qui arrive, c'est sûr que d'autres personnes, comme la mairesse de Montréal ou la première ministre, vont elles aussi lancer des idées pour aider la crise du logement au Québec. Mais si tu as envie qu'on t'en explique d'autres, dis-le nous en commentaire. Les touristes sont nombreux à visiter Montréal cet été et le font plus tôt qu'à l'habitude. La tenue du Grand Prix de Formule 1 au mois de mai semble donc porter fruit. Et ça fait bien sûr le bonheur des hôteliers. Marie-Cas Simard. Il paraît qu'il y a plus de touristes en ville cette année et j'ai décidé d'aller là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans le Vieux-Port de Montréal. Tu vois, déjà, il y en a plein là-bas. Le marché Jean Talon, c'est vraiment chouette, très local et on a acheté du sirop d'érable évidemment parce que c'est un incontournable. Avez-vous mangé de la poutine? Évidemment. C'est plutôt le Canada de manière générale, les grands espaces, le grand air. Et vu qu'il fait hyper chaud en France,
Oui. Ça va être très bien. Nous, on trouve qu'il fait hyper chaud en ce moment. Là. Ah non, mais alors, faut pas venir en France. Il faut dire que le mois de mai a été occupé. Les séries éliminatoires du Canadien, le Grand Prix de la Formule 1 et le retour des étoilés Michelin. On dit souvent que le coup d'envoi de l'été est donné par le Grand Prix. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le déplacement des dates, ça nous a permis d'allonger l'été d'un petit mois? Absolument. Ouais. On se demandait quel impact allait avoir ce changement au calendrier sur le mois de juin. Parce que, bon, si on déplace, on enlève le plus gros événement touristique au pays au mois de juin, est-ce que ça va laisser un trou? Puis, à notre grande surprise, la demande dans les hôtels est plus élevée qu'en juin 2025. Là, Montréal, on est en plein festival de jazz en ce moment. Il y avait les Francopholies. Donc, c'est une ville qui est une métropole culturelle. Donc, ça donne aussi un peu d'espace parce que pendant ces festivals-là, quand ça tombe près du Grand Prix, c'est toujours plus compliqué au niveau des chambres d'hôtel parce que les prix, évidemment, augmentent. Alors, on voit que le mois de juin va aussi être très positif. En ce moment, on voit 5 % de plus de la demande que l'an passé. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'industrie hôtelière a repris ses aires d'aller avec un taux d'occupation frôlant le 78 %. Ça ressemble davantage à la période pré-pandémique. Mon inquiétude, c'est de savoir que cet impact touristique se fait sentir partout en ville. Il y a des secteurs on mériterait aussi d'attirer l'offre touristique vers ces endroits-là pour que l'impact se fasse aussi sentir, pas juste au centre-ville. L'an passé, à pareille date, on se disait qu'il y avait un peu moins d'Américains. Là, je dois t'avouer que je suis allée au centre-ville, je suis allée dans le Vieux-Montréal et j'ai vu beaucoup d'Américains. J'ai parlé avec beaucoup d'Américains. Ah oui, les Américains sont de retour dans la métropole depuis la fin de 2025 quand même. We used to live in Boston and we always wanted to come here. From New York, so it was just kind of an easy trip. I'm from Pittsburgh, Pennsylvania. On avait travaillé très fort pour retourner les chercher, leur rappeler que Montréal, c'est une ville qui est sécuritaire, qu'on est accueillant, qu'on les attend les bras ouverts et en plus, ont un taux de change très favorable. Le mois de septembre ne sera pas en reste. Montréal accueillera le championnat du monde sur route UCI, le plus grand rassemblement depuis les Olympiques de 76. What are you looking for? Oh, we was going down to the pier here. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Les poissons du fleuve Saint-Laurent sont contaminés, entre autres au PFOS, qui font partie de la grande famille des PFAS, qu'on surnomme aussi les contaminants ou encore les polluants éternels. C'est ce qui ressort d'un récent rapport du ministère de l'Environnement rendu public. Et pour faire le point, avec nous, Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Sauvé. Bonsoir. Vous, les PFAS, c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps. J'ai envie de vous demander d'emblée, est-ce que ce sont des résultats qui vous surprennent? Pas particulièrement surpris, non, de trouver des PFAS dans les poissons du fleuve. On en avait déjà mesuré dans le fleuve et dans d'autres cours d'eau, donc c'est assez normal d'en avoir. Là, ce qui était nouveau, c'est que c'est le gouvernement, dans ses propres suivis, qui a décidé d'ajouter les PFAS dans la liste puis qui en a découvert en faisant ces analyses. On parle quand même d'analyses pour certaines espèces qui dépassent de 6 à 10 fois les critères environnementaux. Est-ce que c'est préoccupant? Bien, c'est préoccupant. C'est des critères pour la santé de l'environnement, des poissons, des cours d'eau, etc. Donc là, on est dans des concentrations où ce que ça veut dire, c'est que ça a des effets sur la santé des poissons, sur leur reproduction, sur leur physiologie. Donc, ça affecte les poissons. Ça provient de où, ces contaminants-là? Est-ce que c'est en lien avec les industries, par exemple, ou encore avec les rejets d'eau usée, entre autres, des grandes villes? Il y en a souvent quand on appelait les flush gates. Plusieurs municipalités en ont fait, là. Oui, bien, les PFAS sont utilisés dans plein de choses. Donc, il y en a dans des produits nettoyants, il y en a dans les mousses pour éteindre les feux, il y en a dans un poêle anti-adhésif, dans les vêtements anti-sport qui servent à protéger, etc. Donc, il y a vraiment des contaminants dans plein de choses, autant au niveau industriel, à l'occasion dans des usages quelconques de textile ou de traitement, que dans notre quotidien à la maison. Donc, on est tous chacun un petit peu coupable d'en avoir utilisé, souvent sans même le savoir. Et malheureusement, le fleuve, c'est un long cours d'eau qui prend sa source dans les grands lacs. Il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de villes tout le long du lac et tout le long du fleuve. Donc, il y a beaucoup
d'accumulation. À chaque fois que quelqu'un rejette les PFAS, ils se dégradent pas vite, donc ils s'accumulent, puis les concentrations augmentent. Donc, il y en a dans le fleuve, plus que dans les autres cours d'eau normaux qui n'ont pas de source industrielle. Est-ce que ça représente des risques pour la santé humaine? Bien, ici, on parle de poissons, donc c'est clair que pour les poissons, il faut respecter à tout le moins les avis de consommation pour le mercure. Donc, il y a déjà des avis, il y a des limites. Là, on n'est pas supposé manger beaucoup de poissons. Alors, selon les cours d'eau, il y a des limites à Est-ce que ce sera donc revu à la baisse ou ça? Est-ce qu'on aura d'autres recommandations? Merci beaucoup, professeur Sauvé, professeur de chimie environnementale à l'Université de Montréal. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Ça fait plaisir. Les recherches pour retrouver le vol MH370 de la Malaysia Airlines vont se poursuivre jusqu'en 2027. Au retour de la pause, entrevue avec un expert sur le dossier. Soyez là. À Monaco, maintenant, 3 personnes ont été blessées lors d'une explosion dans un immeuble résidentiel vers 21h, heure locale. Il s'agit d'un oligarque ukrainien qui aurait été visé et sa compagne, qui ferait partie donc des blessés. Le suspect est en fuite et est activement recherché. La police parle d'ailleurs d'un vraisemblable attentat. Une conférence de presse aura lieu d'ailleurs demain matin. Le mystère plane toujours quant à la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Rappelons que le Boeing 777 qui effectuait la liaison Kuala Lumpur-Pékin a disparu des radars le 8 mars 2014 avec à son bord 239 passagers. Les autorités malaisiennes ont annoncé que les recherches dans l'océan Indien vont donc se poursuivre, vont être étirées d'1 an. La société d'exploration Ocean Infinity recevra 70 millions de dollars, mais que si l'épave est retrouvée? On fait le point tout de suite avec Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonsoir, M. Ebrahimi. Oui, bonsoir. Alors là, on parle de nouvelles zones de recherche qui ont été ciblées. Est-ce qu'on a plus de chances de retrouver les restes de l'appareil? J'aimerais pouvoir vous répondre, j'aimerais avoir un bol de cristal et puis on le saura une fois qu'on aura terminé la recherche. Mais cette histoire, vous savez, depuis le début, c'est rempli de mystères et de mystères. À chaque fois qu'on a une piste, il y a quelque chose qui arrive et qui contredit cette piste-là. Alors donc, ce qui fait que Ocean Infinity prétend avec un mode de simulation, ils prétendent qu'ils peuvent avec simulation des mouvements donc marins et tout ça, donc d'aller chercher cette zone-là. Peut-être. On verra, mais ce n'est pas nouveau. Hein. Tous les 2-3 ans, il y a des mouvements ou des compagnies ou la famille des victimes. En tout cas, on relance l'affaire et jusque-là, chaque fois, c'était une déception totale. Ouais. Vous l'avez dit, le mystère est complet. Il y a quand même différentes hypothèses qui sont sur la table, celle du geste volontaire, mais aussi des théories du complot. Alors, selon vous, c'est quoi l'hypothèse la plus probable? J'ai beaucoup travaillé sur ce cas-là, j'ai beaucoup étudié, j'ai lu et j'ai regardé beaucoup d'émissions, de documentaires, des documents et ainsi de suite. Vous voyez, ce qui est le plus particulier, je dirais les choses très factuelles. Cet avion est disparu dans un espace aérien les plus surveillés au monde. Tous les pays, vous savez, c'est un endroit où justement tous les pays sont je dirais des ennemis ou en tout cas des gens qui se surveillent. Un oiseau peut voler dans cette zone-là, on pourrait le tracer. Comment ça se fait qu'un avion de cette envergure-là, on n'a pas vu où est-ce que ça a été. Deuxième élément qui est très problématique, c'est que ce qu'on appelle donc des données ACAR, ce sont des données que les moteurs d'avion ou l'avion envoie indépendamment du pilote et indépendamment de personnel de bord, envoie aux fabricants et la compagnie aérienne. Donc, la transmission de ces données-là a été coupée. Ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez appuyer un bouton. Les données sont coupées, c'est pas ça. Il faut être dans le système technique de l'avion et donc désamorcer ça. Ça ne peut pas se faire à distance, ça ne peut pas se faire par un bouton. Donc il y a quelqu'un qui l'a fait, puisque les données ACAR ne sont pas arrivées. L'autre chose qu'on sait, c'est le poids de l'avion et puis le poids déclaré par la compagnie. Il y a un écart. Donc, qu'est-ce qui était à bord qui fait cette différence-là? On ne sait pas. Est-ce qu'on a voulu donc cacher quelque chose qu'on voulait transporter peut-être en Chine? Alors,
il reste énormément de questions. Est-ce qu'on va retrouver des indices? Les boîtes noires, peut-être. En tout cas, le mystère, pour l'instant, est entier. Mais on suit ça. Puis avec vous, comme vous avez étudié le dossier, merci beaucoup, Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique de l'aviation civile. À la prochaine. On va s'en reparler, certainement. La Coupe du monde de soccer se poursuit. On suit de très près le match des Pays-Bas contre le Maroc parce que le gagnant va affronter le Canada ce samedi en huitième de finale. Alors, pour l'instant, c'est toujours 0-0. On est à la 65e minute. On trouve tout de suite notre collègue et analyste sportif, Mickey Guerrier. Salut, Mickey. Salut, Marie-Claude. Bon, là, pour l'instant, c'est encore à égalité. Selon toi, est-ce qu'il y a un pays, est-ce que le Pays-Bas ou le Maroc qui risque de peut-être gagner ce match-là? Puis ça va être qui qui représente le plus gros défi pour le Canada? Je dirais, Marie-Claude, le match est assez équilibré jusqu'à maintenant, puis tout s'explique par le fait que ce sont deux équipes qui sont classées à peu près à la même place dans le classement vivant de la FIFA. Le Maroc est classé 6e, alors que les Pays-Bas sont classés 7e. Donc, ça donne une idée à quel point on est très près entre les deux équipes. Et tu me demandes, ça va être lequel le plus grand défi pour le Canada? Bien, les deux sont un grand défi pour le Canada. Je me rappelle à la Coupe du monde 2022, j'avais vu le match entre le Canada et le Qatar. Puis après le match, il y a plusieurs Marocains qui disaient « Ah, vous avez bien fait quand même, c'était pas si pire », mais le Canada n'avait pas été de taille contre le Maroc. Donc, je m'attends pas à ce que le Canada soit capable de battre un ou l'autre de ces adversaires-là. Mais si le Canada peut faire bonne figure, et le Canada s'est rendu là quand même, s'est classé pour les huitièmes de finale, il faut pas l'oublier. Et je sais qu'on a des collègues qui sont très déçus de voir que l'Allemagne s'est pas qualifiée. Qui aurait cru un jour? Écoute, je pensais jamais dire ça de mon vivant. Le Canada poursuit son tournoi alors que l'Allemagne est éliminée. Personne n'y aurait cru si on en avait parlé il y a 4-5 ans. Donc, tu sais, il faut quand même regarder ça de cette perspective-là puis se dire, entre les deux équipes, entre les Pays-Bas et le Maroc, peu importe qui on affronte, c'est déjà un accomplissement. Mais c'est comme si on veut y croire quand même, parce qu'on y va de surprise en surprise, on parle tout le temps de victoire historique. Donc, on croise quand même les doigts pour samedi. Est-ce que pour ces huitièmes de finale, on risque de voir un petit peu plus Alphonso Davies sur le terrain? Ouais, Davies devrait jouer un petit peu plus de minutes parce qu'il est toujours pas à 100% d'ailleurs. J'étais là hier au match à Los Angeles et lorsqu'Alphonso Davies est arrivé sur le terrain, il y a eu une ovation monstre. Les partisans canadiens étaient vraiment excités parce que c'est vraiment le meilleur joueur et il est vraiment une coche au-dessus de tout le monde dans la sélection canadienne. C'est un joueur de calibre vraiment international. Là. Il fait partie de l'élite des joueurs à sa position. Alors, le problème, c'est qu'il est pas à 100%, donc il est peut-être pas aussi rapide qu'avant. Donc, on croise les doigts pour samedi. On s'en reparlera certainement. Merci beaucoup, Mickey. À très bientôt, Marie-Claude. Alors voilà, tout le monde, c'est complet pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. On va vous retrouver demain. D'ailleurs, demain, on suit l'annonce de Bernard Drinville concernant l'avenir énergétique du Québec. Ça va se passer en avant-midi. Également, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui fera une annonce sur l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles. Sur ce, bonne nuit tout le monde. À demain.